Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir ou bonjour, selon l'heure où nous allons suivre cette émission. Je suis très heureux de vous savoir nombreux chez vous. Aujourd'hui, Chemin Critique va aborder une question essentielle. Ça fait déjà plus de 20 ans que notre pays connaît une croissance économique positive. Ça fait déjà, je crois, 2-3 ans, malgré la crise mondiale, nous avons maintenu un taux de croissance. Cette année, on parle même de 8%. Ça signifie que c'est un pays qui est en train de produire énormément de richesses. C'est ça l'indicateur de croissance économique. Mais en même temps que j'ai dit ces choses, j'ai en mémoire les pleurs et les plaintes des Congolais qui disent qu'ils ne voient pas clair. Les Congolais continuent à se plaindre de ne pas avoir accès aux services de base. Les Congolais continuent à se plaindre de ne pas manger à leur faim. Les Congolais continuent à se plaindre de ne pas avoir de l'emploi, la santé, l'éducation et toutes les questions qui font qu'un pays en croissance puisse apporter cela. C'est donc un paradoxe. Comment un pays qui fait de la croissance, qui est arrivé jusqu'à 16 milliards de dollars de budget national, ne parvient pas à résoudre la question sociale? Il faut donc que l'on aille au cœur de cette problématique. Pourquoi les social ne s'améliorent pas? Malgré la bonne volonté des dirigeants, malgré les propos tenus par le président qui vient d'être réélu pour la seconde fois, le président a dit qu'il fera du social du Congolais son combat. Y a-t-il des facteurs qui dépassent le cadre de la bonne volonté et qui pourront expliquer justement pourquoi les sociales ne s'améliorent pas? C'est donc la question de recherche de Chemin Critique aujourd'hui. Nous allons nous faire un petit voyage vers la connaissance parce que je suis allé chercher qui peut donner des explications. J'ai le plaisir aujourd'hui, et c'est encore un honneur pour moi, de recevoir l'un des Congolais qui fait la fierté de ce pays, non seulement ici, mais à l'extérieur. Il est sans doute jeune, mais il a déjà fait ses marques. Je reçois donc le professeur Dr Ahmed Ousseni. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy Kalengai. Merci beaucoup d'accepter de venir aujourd'hui. Docteur, vous êtes professeur des universités. Et les quelques rares universités où on reçoit encore des Congolais comme professeurs, vous enseignez en RDC, vous enseignez en Turquie, vous enseignez à Chypre des matières essentielles. Vous êtes donc quelqu'un qui analysait la question congolaise avec beaucoup d'objectivité et je sais aussi beaucoup de sévérité. Il faut donc qu'on soit extrêmement rigoureux si on veut aider notre population. Je suis donc heureux parce que je vous ai suivi de loin et je me suis approché de vous parce que je tiens à porter à mes téléspectateurs les vraies et les bonnes réponses. Comment un pays comme le nôtre, qui a quand même connu une croissance dans la production des richesses, a une population désespérée, comme si c'était inexplicable. Mais en science, il n'y a pas d'inexplicable. Merci donc d'être là. Et la première question que je vous poserai, vous, est-ce que je me suis trompé dans ma première analyse? Peut-être que les gens sont bien, hein, moi je me suis trompé. Non, non, vous ne vous êtes pas trompé dans votre analyse, monsieur Willy Kalengai. Permettez-moi au demeurant de vous remercier. Merci. De vous remercier non seulement pour votre invitation et aussi pour la considération à l'égard de ma modeste personne. Et je connais bien monsieur Willy Kalengai, c'est l'un des journalistes les plus méticuleux du pays et qui anime encore une merveilleuse chaîne qui est Géopolis. Et encore, pour moi, c'est un véritable honneur d'être reçu sur votre plateau pour que nous puissions parler des questions qui concernent la République. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais passer directement sur ce qui concerne notre population. Pourquoi le social de la population semble toujours ne pas s'améliorer, malgré les tableaux que vous venez de peindre, et suivant même des romanciers, théoriciens, économistes qui vous disent que, en tout cas, nous avons clôturé le dernier trimestre de l'an 2023 avec un taux de croissance qui environne 6,5% et que nous avons maîtrisé les cadres macroéconomiques, il y a croissance dans le pays, ainsi de suite. Et je suis très flatté lorsque vous essayez de faire la corrélation entre toutes ces théories économiques à la réalité sociale de notre population. Et vous vous rappelez, lorsque le président de la République a dit qu'il va améliorer le social du peuple congolais. Le président ne s'est pas limité seulement à ce niveau. Il est allé encore plus loin en prononçant une autre phrase qui est restée mythique et qu'aujourd'hui nous devons beaucoup fournir d'efforts pour que nous puissions
voir le résultat, c'est lorsque le président de la République, lors de son discours du 25 août 2018, à l'époque, avant même qu'il ne soit président de la République, il avait dit qu'il fera des millionnaires et des milliardaires congolais. Il va créer des millionnaires congolais. Il va créer des millionnaires et des milliardaires congolais, comme Olusegun Obasanjo l'a fait au Nigeria, comme Philippe Nyusi l'a fait chez lui au Mozambique, comme Eduardo Santos l'a fait chez lui en Angola, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le bilan, il est ce qu'il est. Alors pourquoi les sociales du peuple congolais n'arrivent pas à s'améliorer? Monsieur Willy Kalengai, je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, que le social de la population ne s'améliorera jamais, même si on fait des élections. Encore ici, en 2025, on dit on organise encore des élections. En 2030, on organise encore des élections. Le social ne changera pas. Parce que nous sommes sur une mauvaise pente. Parce que la situation actuelle ne le permet pas, malgré tous ces indicateurs économiques favorables pour les théoriciens économistes. Je vais d'abord vous dire que, pour moi et pour vous, ça ne sera pas une information, parce que M. Willy Kalengai œuvre beaucoup dans les secteurs. Ce n'est pas à moi de vous apprendre que l'économie de la République démocratique du Congo n'appartient pas aux Congolais. Ce ne sont pas les Congolais qui maîtrisent aujourd'hui l'économie du pays. Aujourd'hui, l'économie du pays appartient pratiquement entre les mains des étrangers. Je ne suis pas xénophobe, mais je décris la situation. Ici, nous sommes en train de parler de l'amélioration du social de qui? Du peuple congolais. Parce que nous sommes chez nous, en République démocratique du Congo. Et toutes les actions publiques doivent avoir comme la conséquence l'amélioration du social. Malheureusement, cette amélioration tarde à venir. Pourquoi? L'économie appartient aux étrangers. L'économie entière du Congo appartient aux étrangers. Lorsque je suis souvent vos émissions sur Géopolis, je vois des analyses, je vois la qualité des invités. Et j'aime beaucoup lorsque vous critiquez les secteurs miniers, lorsque vous critiquez les secteurs bancaires, lorsque vous critiquez, tout ceci n'appartient qu'aux étrangers. Aujourd'hui, l'économie du pays, avant que nous puissions vivre le moment actuel, à l'époque, quand il y avait encore la GECAMIN, quand il y avait encore la MIBA, l'économie, le budget national était en train d'être financé à près de 70% par la GECAMIN, par le MIBA, qui étaient des entreprises publiques opérant dans les secteurs miniers. GECAMIN, MIBA, Somenki et ainsi de suite. Aujourd'hui que nous avons pris la résolution depuis la transition 1+4 de laisser les étrangers prendre notre économie, parce que c'est pendant cette période-là que nous avons adopté toutes les lois qui sont liées à notre économie. C'est pendant la transition 1+4 que nous avons adopté les codes des investissements. C'est pendant la transition 1+4 que nous avons adopté les codes miniers. C'est pendant cette période que nous avons aussi adopté les codes des impôts. C'est pendant cette période que nous avons encore adopté les codes forestiers. C'est pendant cette période que nous avons adopté toutes les lois du pays qui sont liées à notre économie. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le pacte de stabilité. On a changé même notre code minier. On nous dit, vous les Congolais, vous devez d'abord renoncer à votre souveraineté. Vous ne pouvez pas changer pendant 10 ans. Et heureusement pour nous, nous sommes quand même arrivés en 2018 quelques efforts pour à faire quelques efforts. Personnellement, j'ai salué cette réforme législative. Mais malgré cela, il nous faut encore fournir beaucoup plus d'efforts. Pourquoi les social ne s'améliorent pas? C'est ça la question principale. Il ne faut pas que nous puissions nous perdre. Non, je suis d'accord avec vous, mais comme vous êtes en train de construire quelque chose d'important, oui, peut-être que je mets, et ce qui est rare pour moi, je mets quand même l'eau dans votre bouche. Oui. Le président de la République en 2019, il était à Makutano, qui est ce forum qui réunit souvent les entrepreneurs congolais. Oui. Le président donnait 2 chiffres et je vous les remets pour l'analyse. Il a dit que notre économie, effectivement, est à 80% entre les mains des expatriés. Et les expatriés qu'au Congo sont 26 000 expatriés. Et les restes des Congolais, donc je peux dire 100 millions moins 26 000, hein, les 100 millions d'autres, c'est 20% de l'économie. Et c'est une économie qui est constituée, les 20%, de l'informel, avec une précarité du secteur informel, mais aussi de certaines micro-entreprises et des petites PME pratiquement chancelantes. Donc, vous avez raison, ce sont les propos du président lui-même qui reconnaît qu'il y a 80% de l'industrie congolaise qui est entre les mains des 26 000 expatriés. Maintenant, on peut continuer. Voilà. Merci encore une fois de plus pour ces rappels ô combien importants.
Monsieur Willy Kalingai, lorsque vous visitez tous les pays du monde, vous vous rendrez compte que la loi d'Iazar, la fatwa d'Iazar, n'est pas vraiment de mise. Lorsque quelqu'un veut se lancer dans le secteur économique, il fait recours à une banque. Il part prendre de l'argent et il commence son activité. C'est ça la règle. Au lieu que quelqu'un puisse avoir le capital comme fruit du vol, fruit du détournement des deniers publics, ainsi de suite, il part. Il a détourné l'argent comme ministre, comme député, comme PDG, voilà. Il prend cet argent, il commence les business. Il part dans une banque, il prend l'argent, suivant le pacte, les contrats qu'il fait avec la banque, et il commence à fructifier l'argent, et il commence à rembourser petit à petit. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, il y a un sérieux problème dans le secteur bancaire. D'abord, tous les secteurs bancaires est entre les mains des étrangers. Toutes les banques qui existent en République démocratique du Congo appartiennent aux étrangers. Et quand vous analysez ces banques, les taux d'octroi de crédit, ils n'environnent même pas 20%. Les taux d'octroi de crédit en République démocratique du Congo n'environnent pas 20%. C'est entre 15 à 17%. Et puis quand vous scrutez encore ces données, à qui est-ce que nos banques prêtent? Vous allez voir que le banque, ici chez nous, je ne fais pas des accusations mensongères, je ne fais pas non plus des accusations tirées dans le hasard. Si une banque appartient aux Sud-Africains, la plupart d'entrepreneurs, la plupart d'hommes d'affaires qui sont financés par cette banque sont les Sud-Africains. Évidemment, la banque, si la banque appartient aux Libanais, aux Nigérians, les opérateurs économiques qui sont financés, appuyés par cette banque, sont généralement les gens, les ressortissants de ces pays-là. Je l'ai encore dit dernièrement au cours d'une émission que j'ai accordée encore à l'un de vos confrères. Quand vous analysez toutes les banques ici, Equity, ce n'est pas notre banque. Hein. C'est la banque de Kenya. La BCDC aujourd'hui fusionnée, elle appartenait à la famille Blackner. Vous le savez bien, ça c'est pour le Belge. Et ainsi de suite. Alors ainsi de suite. Nous les Congolais, l'histoire nous renseigne ceci. Depuis que le Congo est Congo, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a déjà eu que 2 banques qui ont été créées par des Congolais. Malheureusement, ça n'existe plus aujourd'hui. La banque, c'était un peu la NBK. Avant d'abord, pendant la période coloniale. Oui. Pendant la période coloniale d'abord. Au début, il était même interdit aux citoyens congolais d'avoir même des comptes bancaires. C'était interdit. La banque, ou les banques comme la BCDC à l'époque, en genèse, ne recevaient que les fonds des étrangers vivant au Congo. Et à un moment, on a commencé aussi à accepter que les évolués, les immatriculés puissent aussi avoir des comptes bancaires, jusqu'à ce que le processus a continué. Et la République démocratique du Congo avait tenté de créer quelque chose comme une banque à l'époque. La première société qui a existé dans le secteur, c'est notre Cadeco, qui a été créée 3 ans avant notre accession à l'indépendance. La Cadeco. Comme la première expérience congolaise à la matière. Et puis, on a acquis l'indépendance, le président Mobutu est arrivé. Et à l'époque du président Mobutu, il y avait 2 hommes d'affaires, Dokolo et un autre Zandé de la province orientale, qui se sont réunis avec le soutien du président Mobutu. Ils ont créé la première banque à 100% congolais. Cette fois-là, on l'appelle la banque de Kinshasa. Et puis, même si elle a été transformée plus tard, on a encore appelé la nouvelle banque de Kinshasa. Mais lorsque Papa Dokolo, le papa des syndicats, a eu des problèmes avec le président Mobutu, la banque de Kinshasa a été mise en liquidation et aujourd'hui elle n'existe plus. Le président Mobutu est parti. Mzee Kabila est arrivé, Joseph Kabila est arrivé. Sous le règne de Joseph Kabila, 2 autres Congolais encore vont prendre l'initiative de créer une banque. Ils vont créer quoi? La BIC, la Banque internationale au Congo. C'est Papa Kindwelo et Papa Moulumba. Papa Moulumba aujourd'hui n'existe plus, Papa Kindwelo est encore vivant. Mais malheureusement, la BIC qui était une création de Congolais, elle n'appartient plus aux Congolais. Parce que lorsque Papa Kindwelo a été, s'est retrouvé en face de tous les vautours étrangers qui dictent les lois dans le secteur, il n'a pas pu résister. On lui a fait une OPA. Il n'a pas pu résister, il était obligé de vendre sa banque d'abord aux Libanais. Et les Libanais aussi qui n'ont pas résisté pendant longtemps, ils ont vendu la BIC. Aujourd'hui, la BIC appartient aux Nigérians.
Alors, si nous les Congolais, l'État congolais et nous les Congolais en tant que particuliers, nous n'arrivons pas à créer une seule banque, par quelle magie, par quel miracle nous allons financer nos activités de développement? Par quel miracle nous allons financer nos projets qui vont améliorer le social, M. Willy Kalingay? Le problème initial provient d'abord de là. Mais on peut vous dire que les banques qui sont installées ici peuvent aussi financer l'économie et le font peut-être. Une magnifique question. C'est parmi les réactions que j'ai reçues à la suite d'une de mes vidéos qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Je vous démontre ici que les banques qui sont ici, elles n'accordent pas d'abord des crédits facilement. Les taux d'octroi des crédits ne dépassent pas 20%, c'est entre 15 à 17%. Et non seulement que obtenir un crédit bancaire chez nous aujourd'hui devient parcours des combattants, mais il faut aussi vous poser la question, c'est à quel taux d'intérêt? Si aujourd'hui un Congolais s'hasarde d'aller prendre un crédit bancaire, en tout cas ce Congolais vient de signer son ordonnance de mourir pauvre. Parce qu'il ne sera pas en mesure de rembourser cette créance à l'échéance. Et c'est la raison pour laquelle il sera obligé de laisser sa maison qu'il va d'abord laisser en hypothèque. Sa femme risque même de le fuir parce que l'homme devient pauvre. Et les enfants aussi risquent de devenir même des chégués et pourquoi pas même des enfants de la rue. Alors, professeur, nous allons suivre un petit élément. Oui. J'ai essayé d'animer un peu cette émission. Ce que nous disons est très grave. Et nous faisons quelques petites pauses, mais informatives. Oui. Nous allons suivre un petit élément qui a été réalisé par l'Institut national, enfin les archives, hein, parce que c'est quand même un document d'archives des Français. Ils pensent que la RDC, c'est un gâchis économique. Suivons d'abord cela. Le territoire du Congo est un... Voilà, c'est un élément que nous avons sélectionné dans les archives de la télévision française, mais c'est déjà la période de guerre, la période avant celle-ci. Là, on n'était pas encore au 1+4. Alors, évidemment, il y a eu toutes les négociations pour que le pays puisse retrouver son unité. Et vous venez de dire, depuis maintenant les 1+4, des mesures ont été prises pour que le pays puisse retrouver sa stabilité. 20 ans après, vous dites que non, rien n'a changé et vous n'avez pas tort parce que la réalité nous le dit. Maintenant, je vais essayer de répertorier un peu quelques mesures qui ont été prises. Vous allez me dire, pour moi, ces mesures n'ont pas fonctionné. Alors, les mesures prises par le gouvernement successif, hein, ça, le côté économique, il n'y a pas d'idéologie, c'est l'économie. La première des choses, c'est que le gouvernement revendique la stabilité du cadre macroéconomique. C'est une des mesures les plus importantes parce que l'inflation a été jugulée, parce que le taux d'échange a été relativement maîtrisé, parce que donc le cadre du travail a été assaini. Parmi les réformes, il y a aussi les réformes structurelles. Le gouvernement revendique d'avoir mis en place un climat des affaires qui est un bon climat, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que les gens peuvent vaguer à leurs occupations de manière saine. Le contrat chinois, presque ces routes n'existent plus aujourd'hui. Ça veut dire en réalité... Telle composante par telle composante, il siège au Parlement. Quelqu'un qui n'a jamais obtenu même le passeport, il va se retrouver au gouvernement. Quelqu'un qui vient fraîchement de la campagne, il devient sénateur. Je ne minimise pas les gens qui viennent de la campagne, parce que moi-même, je suis quelqu'un qui vient de l'arrière-pays. Mais ces gens-là, leur seule qualité commune, c'était des gens qui avaient pris les armes. Et en étant au Parlement, avec des gens pareils, c'est à ce moment-là qu'on les a fait voter. Toutes ces lois, les codes des investissements, les codes miniers et consorts. Mais comment... Et aujourd'hui, M. Willy Kalingay, quand vous allez au Katanga, vous allez dans l'ex-province orientale, vous allez au Maniema, dans le secteur minier, toutes les grandes sociétés minières qui opèrent dans ces pays n'appartiennent pas aux Congolais. Vous avez Tenke-Fungurume Mining, vous avez Kipoi Mining, vous avez KCC, vous avez Glencore, vous avez Kibali Gold Mining. Toutes ces compagnies appartiennent aux étrangers. Donc on peut vous dire que nous avons amélioré les cadres macroéconomiques. Nous avons fait la promotion des investissements. Il y a des investisseurs étrangers qui sont arrivés. Mais tout ceci ne profite pas aux Congolais.
Ce qui fait que les gens ne veulent pas venir investir au Congo parce qu'on a le Congo aussi avec la mauvaise image que le Congo véhicule à l'extérieur, avec les agressions et tout, le risque pays devient de plus en plus important. Je voudrais quand même qu'on puisse suivre un peu un petit reportage. Si vous allez me permettre, avant qu'on suive votre reportage, oui. Je ne suis pas souvent d'accord quand on me dit que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Non, les étrangers sont là. D'ailleurs, ce sont eux qui maîtrisent aujourd'hui notre économie. Dans le secteur bancaire, tout appartient aux étrangers. C'est-à-dire les étrangers sont arrivés dans le secteur bancaire. Dans le secteur minier, les étrangers aussi sont là. Je viens de vous faire une petite démonstration ici. Je vous en prie. En vous citant que Kibali Gold Mining appartient aux Sud-Africains. En vous disant que Glencore, ça appartient aux Suisses. En vous disant que Boss Mining appartient aux Zimbabwéens. En vous disant que Kipoi Mining appartient aux Chinois. En vous disant que Zijin Mining Corporation appartient aux Chinois. Ainsi de suite. Même dans le secteur de la télécommunication, nous avons 4 sociétés ici de télécommunication. Vodacom, ça appartient aux Sud-Africains. Orange, ça appartient aux Français. Airtel, ça appartient aux Indiens. Africell, ça appartient aux Rwandais, aux Américains. C'est pour dire que les étrangers sont effectivement arrivés. Mais lorsqu'ils arrivent, avec le système, nous ne sommes pas encore en mesure de gérer ce système. Et la plupart des étrangers aussi qui arrivent, ce sont des spéculateurs de capitaux. Ils viennent, ils minent qu'ils trouvent ici chez nous ils obtiennent le droit. 10 millions de dollars américains. Ils arrivent 2 semaines après, ils vendent cela à la bourse de New York, à la bourse de Washington, à la bourse de Londres, d'Istanbul ou de Paris, à des milliards de dollars américains. Parce que nous sommes encore faibles. Les étrangers sont arrivés. Les étrangers sont là. C'est nous les Congolais par contre qui sont absents dans les secteurs. Suivons ce reportage. C'est un rappel simplement d'un événement qui a eu lieu il y a quelques 2-3 ans ici. Suivons sur le risque pays. Je vous sens perplexe, professeur Osseni. Excusez-moi, tout ceci est bien dit, mais tout ceci n'a pas changé le quotidien des Congolais, malgré tout. Malgré une cotation de risque modéré, malgré la présence de tout cela, vous avez raison de le dire. Alors nous allons peut-être avec vous aller un peu à l'offre. Si les réformes qui ont été mises en place l'ont été pour que les étrangers viennent, investissent et prospèrent, ce qui est de leur droit, si la population ne s'est pas retrouvée parce que n'ayant pas accès au circuit de production et de développement des richesses, il y a quand même eu la RSP qui a été mise en place, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. J'ai l'impression que vous avez une autre lecture. Qu'est-ce qu'il faut-il faire? Maintenant, la question est celle-là. Qu'est-ce que l'on doit faire pour que les Congolais, au regard des richesses dans le pays, au regard du pouvoir politique qui est le leur, au regard des institutions qu'ils possèdent, puissent quand même se voir améliorer leur social? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce que vous devez avoir une recette magique, parce que je ne vois pas. Tout a été fait. Il y a eu 27 à 28 mesures, mais qui ne donnent rien. Encore une fois de plus, merci beaucoup, M. Willy Kalingai, pour la question. Je ne peux pas dire que j'ai le monopole de la connaissance, mais je ne peux pas non plus accepter qu'on me dise que j'ai le monopole de l'ignorance. Par contre, je suis en pleine réflexion, je suis même en pleine rédaction d'un livre qui devra apparaître d'ici peu sur l'indépendance économico-financière de la République démocratique du Congo. Possible changement de paradigme. Lorsque vous dites qu'on a déjà essayé beaucoup de choses, mais il y a quelque chose de très capital, malheureusement vous n'avez pas encore mentionné dans votre locution, c'est la République démocratique du Congo, l'État congolais, qui est censé être plus riche que nous autres, que tout le monde, n'arrive pas à créer une banque, mais malheureusement, l'État congolais a créé par exemple le FPI. C'est parmi les tentatives qui ont été, parmi les réponses qui ont été osées par l'État congolais pour permettre de financer les projets des Congolais, pour booster les entrepreneurs congolais, ainsi de suite. Mais malheureusement, aujourd'hui, chacun de nous sait le bilan de notre FPI, où des crédits ont été globalement attribués aux familiers, aux copains, aux copines des acteurs politiques, et les taux de remboursement posent problème. Et pourquoi créer le FPI? Parce qu'il y a plusieurs fonds qui ont été créés.
les fonds sociaux pour la République, les fonds pour la promotion de l'industrie, les fonds pour la promotion culturelle, les fonds. Pourquoi l'État congolais n'arrive toujours pas à créer une banque? Une petite révélation. Aujourd'hui, quand on lit les textes législatifs en matière pour la création d'une banque, on vous dit de manière sommaire avoir une caution de 50 millions de dollars américains et aussi le début de 50 millions, bref, plus ou moins 100 millions de dollars américains. Est-ce que, M. Willy Kalengai, savez-vous que juste pour le programme de 100 jours, l'argent que nous avons dépensé pour le programme de 100 jours, ça pouvait permettre à l'État congolais de créer même 5 banques. Juste cet argent que nous avons décaissé de la Banque centrale et nous avons distribué aux gens comme Jamal Sami, de Sami Boessare et les consorts. On pouvait créer 5 banques et cela dépend de la vision que nous fixons de la République. Parce que le Congo que nous voyons aujourd'hui, nous devons voir le Congo dans 5 ans. Nous devons voir le Congo dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Aujourd'hui, intellectuel que je suis incapable de vous dire c'est quoi la politique gouvernementale en matière de l'agriculture. Comment pouvons-nous financer? Nous sommes consommateurs du foufou. Quelle est la politique du gouvernement pour la grande production de maïs? Et s'il y a un tel programme, où est-ce qu'on va tirer l'argent pour financer la culture de maïs? Est-ce que nous avons une banque qui est censée financer de telles activités? Lorsque la France veut développer son secteur agricole, elle crée une banque agricole. Lorsque la Chine veut développer son secteur de l'exportation et de l'import, elle crée Exim Bank of China. Lorsque la Turquie veut développer son secteur de l'habitat, elle crée la banque de l'habitat. Pour que tous les projets en matière de l'habitat seront financés là-bas. Tous les projets en matière de l'agriculture seront financés par Zirat Bank, ainsi de suite. Mais ici, chez nous, c'est quoi? Donc, si je comprends bien, et parce que nous devons aboutir à des propositions concrètes, pour vous résumer, une des choses majeures, le gouvernement, les autorités du pays doivent mettre en place des structures de financement de l'économie, en tout cas des opérateurs économiques congolais. C'est inéluctable. Donc, alors, la création des banques. À partir du moment Première chose, les banques. Il faut créer les banques. Il faut créer les banques. Et pour ça, moi, je ne dirais pas une innovation, mais une nouveauté en République démocratique du Congo. Je propose, par exemple, je vois ces derniers temps le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de beaucoup travailler pour l'amélioration des rapports diplomatiques entre la République démocratique du Congo et toutes les monarchies wahhabites du Golfe Persique. C'est notamment le Qatar, c'est notamment les Émirats arabes unis, c'est notamment l'Arabie saoudite, et y compris même la Turquie et consorts. Vous savez aujourd'hui, M. Willy Kalengai, pourquoi ces pays-là sont en train de bien évoluer aujourd'hui? La recette que moi je propose, les banques qui existent maintenant vont continuer d'exister. Mais il faut que la Banque centrale d'abord commence à jouer véritablement son rôle de régulateur. Comment est-ce possible qu'une banque qui octroie les crédits à des opérateurs économiques, presque 10 fois, avec les taux d'intérêt, 10 fois plus que les taux directeurs fixés par la Banque centrale? Et la Banque centrale, elle est la muette, elle ne fait rien. Ce n'est pas possible. Il y a des projets et des projets. Les Congolais qui veulent créer des banques, introduits là-bas, mais ils n'arrivent pas à créer les cutus. Ils n'arrivent pas à obtenir les cutus pour la création des dites banques. Pourquoi? Bon, on ne sait pas. Il faudra que le pouvoir public puisse nous expliquer. Alors vous proposez quoi? Qu'est-ce que je propose? Oui. Je propose par exemple que nous puissions adopter aussi le banking islamique. C'est-à-dire? Le banking islamique, j'ai eu le privilège d'être conseiller juridique dans une grande banque de participation à Istanbul. Et c'est quelque chose qui n'existe pas ici chez nous. Aujourd'hui, si vous partez prendre dans une banque les crédits de 100 000 dollars américains, on vous demande par exemple les taux d'intérêt. Donc on vous dit, donc, au bout de chaque mois, donc, on vous dit, bref, le taux d'intérêt, l'intérêt à payer par an, 50 000 dollars américains. Mais le banking islamique, ça vient du système islamique. Au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Bahreïn, au Koweït, on applique le banking islamique. Là-bas, on vous donne l'argent, on vous prête avec 0 intérêt. Ça existe. Et ces banques qui appliquent le banking islamique, on les appelle les banques de participation. Pourquoi on les appelle les banques de participation? Parce que la banque vous donne les fonds, la banque vous donne de l'argent, elle n'attend aucun franc de bénéfice de votre part,
Mais la banque participera s'il y a bénéfice, si l'activité que vous allez faire va générer de bénéfices, vous allez pouvoir vous partager avec la banque le bénéfice. Si vous allez pouvoir obtenir des pertes, la banque aussi va participer dans cette... Mais elle sera obligée d'entrer dans la gestion. Bien sûr, pourquoi pas? Et cela, ça sera une antidote, ça sera une réponse par rapport au matraquage du système bancaire que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Magnifique. Un moment, je reviendrai et je vous expliquerai encore plus large c'est quoi le banking islamique. Très bien. Non, Le banking islamique qui a plus, identifions votre qui a plus que le proposition. soukouk, qui a plus que le muharram et qu'on sort ainsi de suite, on viendra vous expliquer cela. Alors, oui, vous avez une troisième idée? Parce que là, vous avez posé, vous construisez et c'est bien. La Banque centrale doit jouer son rôle. D'accord. Elle doit, comme elle a fixé un taux directeur, il faut qu'elle puisse contrôler pour voir si les banques qui sont localement ici installées respectent cela. Donc, vous proposez le banking islamique, c'est une très bonne idée. Il faudrait simplement avoir un document, réfléchir et faire le lobby pour arriver à cela. Et je pense ces derniers temps, par exemple, l'introduction du banking islamique ici chez nous en République démocratique du Congo devient une chose aisée parce que le président Tshisekedi, comme je l'ai dit, il est en train de développer beaucoup plus les rapports diplomatiques entre la RDC et les pays qui émettent ces soukouk. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la France a compris. Lorsque la France coopère avec les monarchies wahhabites et du Golfe Persique, c'est pour qu'il y ait aussi l'émission des obligations islamiques en France. C'est pour qu'il y ait aussi le banking islamique en Angleterre. Donc nous ne sommes pas les seuls qui ont des problèmes. Même eux, ils veulent régler les problèmes avec de nouvelles initiatives. Mais je pense qu'eux, ils sont pragmatiques et ils savent ce qu'ils veulent. Et voilà pourquoi ils sont en train de travailler dans ce sens-là. Le Congo est perçu comme un pays solution. Vous avez entendu cela à cause justement de notre... Voilà, même l'agroforesterie est une opportunité. Mais si les Congolais veulent y aller, il faut avoir des fonds. Même l'agriculture que vous voulez développer, eh ben, s'il faut faire des champs et produire et exporter, il faut avoir des fonds. Ce qui revient vraiment, professeur Osseni, à la question fondamentale du financement des opérations économiques, des opérateurs économiques congolais. Vous proposez la mise en place des banques aux capitaux congolais, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Alors, nous allons tenter de conclure cette émission. Alors, pour que les conditions soient assez fortes, parce que s'il n'y a que les étrangers qui viennent et qui ont les moyens de remplir les conditions imposées par notre législation, parce que je ne pense pas que les Congolais ne veulent pas faire des banques. Les Congolais n'arrivent pas à faire des banques. Si les Congolais doivent faire des banques, on doit les encourager. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Encore une fois de plus, merci beaucoup, M. Willy Kalingaï, pour la question. Est-ce que les Congolais veulent créer des banques ou les Congolais ne veulent pas créer des banques? La réponse est à nuancer. Parce que pendant la période coloniale, il était proscrit aux Congolais de créer des banques. C'était une interdiction. Pendant la période coloniale, il était même interdit aux Congolais d'avoir des comptes bancaires. Les seuls Congolais qui avaient accès au secteur bancaire à l'époque, ce sont des évolués, ce sont des immatriculés. Et c'est progressivement aujourd'hui, après l'indépendance, que les gens commencent à avoir des comptes bancaires. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, les Congolais ont intériorisé cette interdiction-là. Voilà. Autour de nous ici, et les propres collaborateurs n'ont pas de compte. Voilà, ils préfèrent investir sous le matelas. Oui, oui. Ils préfèrent faire les lits et les mbaïs consorts pour essayer d'échapper à cela. Mais les rares Congolais qui tentent de s'aventurer dans le secteur n'arrivent pas à résister à la pression des vautours. À cela, il faudra que les pouvoirs publics interviennent. Monsieur Willy Kalingaï, au Nigeria, jusqu'en l'an 2000, l'Africain le plus riche, Aliko Dangote, il n'était pas milliardaire. Mais c'est Tony Elumelu, le propriétaire de la banque UBA ici chez nous au Congo. Ils n'étaient pas milliardaires. Ils sont devenus milliardaires grâce à la vision d'un homme qu'on appelle Olusegun Obasanjo. Lorsque Olusegun Obasanjo accède au pouvoir, il dit ce n'est pas possible. Tous les secteurs économiques sont contrôlés par les étrangers. Mais de quelle manière nous allons obtenir notre indépendance économique? Par quelle magie? Que devons-nous faire pour que nous puissions aussi avoir les nôtres qui vont nous permettre de contrôler l'économie nationale? C'est à ce moment-là qu'Olusegun Obasanjo fait par exemple une expérience. Il dit, mais à Goma là-bas, il y a un certain Vani Bichweka. C'est un entrepreneur congolais. Il est percutant. Amenez-moi Vani Bichweka ici. Il arrive au Congo central. Il trouve, mais il y a un homme là-bas qu'on appelle Seledia. Amenez-moi ici. Oh non, il y a Tatuka Sebou là-bas. Oh, voilà, qu'ils viennent ici. Il rassemble 100 jeunes Nigérians dans la salle. Il dit, je vous propose un pacte, nous allons faire une révolution.
Ils sont surpris, mais quel type de révolution que Olusegun Obasanjo nous propose? Il dit, on va faire une révolution. On doit avoir l'indépendance économique du pays. On va faire comment? Il dit, toi, Tony Elumelu, tu travailles dans quoi? En tout cas, moi, en tout cas, vieux, j'ai fait un peu les lits Kelemba aux gens. Donc, ce monsieur a une vision bancaire. Il ordonne à la Banque centrale de financer ces messieurs, il crée la banque, il crée UBA. Et aujourd'hui, UBA est installé même à Dubaï, même en France, même aux États-Unis d'Amérique. Aliko Dangote, toi tu es dans quoi? Oh non, moi je pars au Vietnam, je pars acheter du ciment, ainsi de suite. Il dit, ah donc toi tu es dans... Voilà. Il instruit aux banques centrales, donne l'argent au ministre de l'économie, il crée la cimenterie. Dès que la cimenterie d'Aliko Dangote termine la construction, il ordonne au ministre de l'économie, il dit, prends une décision pour interdire l'importation du ciment. Il contraint ainsi le marché local à acheter que le ciment produit par Aliko Dangote. C'est comme ça qu'Aliko Dangote est devenu milliardaire. Décision volontaire. Et nous devons faire une révolution. Et cela doit dépendre de la volonté du pouvoir public. Pendant très longtemps, nous avons fait des tentatives et des tentatives. Je propose qu'il y ait la création d'un fonds souverain. Lorsqu'il y a des Congolais qui se mobilisent pour la création de banques, il faudra que l'État congolais, grâce à ces fonds souverains, accepte d'accompagner ces Congolais. Au travers des fonds souverains, l'État congolais doit aussi prendre un moratoire fiscal pour tous les Congolais qui s'aventurent dans le secteur bancaire. Parce que c'est grâce au secteur bancaire que nous serons en mesure de financer nos activités de développement. Je propose encore que dans ces pays, qu'il n'y ait plus une seule société commerciale qui soit créée sans que les Congolais ne soient dans le capital social. Monsieur Willy Kalengai, aujourd'hui, quand vous visitez toutes les monarchies wahhabites du Golfe Persique, je fais allusion au Bahreïn, au Qatar, au Koweït, dans tous ces pays-là, même si vous êtes musulman, le musulman dit le musulman n'a frère que musulman. Même si vous, monsieur Willy Kalengai, vous êtes musulman, vous arrivez aujourd'hui en Arabie Saoudite, vous arrivez aujourd'hui au Qatar, vous voulez créer votre société, on vous interdit, on dit, monsieur, vous n'avez pas les droits. Vous ne pouvez pas créer la société au Qatar. Si vous voulez créer une société au Qatar, il y a une condition. Associe-toi à un Qatari. Oui. Tu veux créer une société en Arabie Saoudite, associe-toi à un Saoudien. Vous créez la société. D'ailleurs, au Qatar, on vous dit il n'y a que les Qataris qui doivent être majoritaires dans le capital social. Et au Qatar même, on vous ravit votre passeport pour que vous ne puissiez pas fuir. Pourquoi? Parce que l'économie nationale, les richesses du pays doivent profiter aux nationaux. Par essence, dans toutes les monarchies wahhabites, les dieux ne leur avaient donné que deux richesses. C'est le pétrole et le gaz. Mais le pétrole et le gaz sont des richesses épuisables. Demain ou après-demain, ils vont disparaître. Comme le cuivre et le cobalt. Oui. Effectivement, comme les diamants de Mbujimaï, comme le cuivre et cobalt qui sont au Katanga, comme l'étain au Maniema et ainsi de suite. Ce sont des richesses épuisables. Dès que ça termine pour du bon. Alors pour que ces richesses puissent profiter aux nationaux, il faudra que nous puissions conditionner dans la création de toutes les sociétés commerciales dans ces pays par la participation des nations dans le capital social. Ceci aura quel avantage? Ça permettra à ce que les Congolais aussi participent dans la formation des richesses. Ça permettra, en cas de bénéfice, nous allons aussi nous partager les bénéfices. Et ça va aussi permettre à l'État congolais de contrôler l'économie nationale. Parce que sinon, les étrangers tels qu'ils sont là, le marché financier, c'est un marché spéculatif. Il s'appelle juste au téléphone, on bloque l'argent, dollar monte. Et ça va encore continuer de monter. Ça n'a pas encore touché le plafond. Ça va encore continuer de monter. Et je me dis, une expérience, essaie aussi d'investiguer. Aucune banque aujourd'hui au Congo n'est gérée par un Congolais. Aucune société de la télécommunication n'est gérée par un Congolais. Vous trouvez ça normal? Même dans la direction des opérations. C'est-à-dire quoi? Je propose également qu'il y ait un quota dans la gérance de toutes les sociétés commerciales dans ces pays réservées aux nationaux. Qu'est-ce que nous, les Congolais, nous faisons généralement dans les banques? Nous sommes soit des chauffeurs, soit des sentinelles. Non, nous sommes soit au niveau de la caisse. Non, au niveau de la caisse pour délivrer les factures. Et le peu de Congolais sont ci et là. Mais toutes les postes stratégiques au niveau des banques, nous ne sommes pas là. Et c'est là, on se posera maintenant la question, par quel miracle nous allons acquérir l'expérience, nous allons acquérir l'expertise pour qu'un jour, même après le départ des étrangers, nous soyons en mesure de gérer notre propre économie. Vous savez pourquoi aujourd'hui la société Congo Futur n'existe plus? Ça, c'est un exemple que je donne régulièrement. C'est un exemple simple.
La société Congo Futur appartenait à un monsieur libanais qui s'appelait Hassan. Monsieur Hassan a été qualifié par les Américains comme le grand financier du régime terroriste de Hezbollah au Liban. En République démocratique du Congo, parce que nous partageons les bons rapports diplomatiques avec les États-Unis, nous déclarons sur M. Hassan comme personne non grata. Nous les chassons du pays. C'est lui qui était à la tête du Congo Futur. Quand M. Hassan est parti avec toute son intelligence, Congo Futur partait. Et tous les Congolais renvoyés au chômage. Pourquoi? Parce que si et seulement s'il y avait aussi des Congolais dans la direction du Congo Futur. Même après le départ de M. Hassan, on pouvait rester et gérer notre économie. Vous arrivez au Katanga, là-bas, toutes les sociétés minières, ce ne sont pas les Congolais qui les gèrent. Ce ne sont pas les Congolais qui les gèrent. Les Congolais, aujourd'hui, dans le Katanga, même dans les secteurs miniers, ils ne se retrouvent que dans des petites sociétés coopératives. Dans des petites sociétés coopératives. Moi, j'étais choqué. J'arrive à Kipushi, j'arrive à Likasi, j'arrive à Kambov. Mais vous trouvez une grande mine qui est ici, mais le village environnant, les Congolais vous vivent sous des sachets. Ce qui fait que les sociétés minières n'arrivent même pas à respecter la responsabilité sociétale qu'impose notre code minier. Moi, je me dis, il faut qu'il y ait la création d'un fonds souverain. Il faut que l'État congolais, au travers de la Banque centrale, joue effectivement son rôle de régulateur du marché financier. Il faudra qu'il y ait un moratoire fiscal pour accompagner tous les Congolais qui vont investir dans le secteur bancaire, pouvant nous permettre à ce que nous soyons en mesure de financer nos activités de développement, à ce que nous puissions contrôler notre économie nationale. Et je propose également qu'il y ait la participation des nationaux dans tous les capitales sociales. Et pour ça, je jette par exemple le fleur à la législature de 2011 à 2018, parce que cette législature-là, avant qu'elle quitte le pouvoir, sous le règne du président Kabila, lors de la révision du code minier, on avait quand même dit on ne peut pas créer une société minière dans ces pays s'il n'y a pas les nationaux dans les capitales sociales. Et aujourd'hui, c'est le début du processus. Je pense qu'avec le temps, les gens vont pouvoir intérioriser. Et lorsqu'il y aura encore le banque qui vont financer les activités des Congolais, les Congolais vont se retrouver partout et ça va nous permettre de contrôler notre économie et aussi d'améliorer le social du peuple. Merci beaucoup, professeur Osseni, merci beaucoup. On va terminer cette émission. Vous avez dit de très bonnes choses, mais permettez-moi quand même de faire un petit bémol, parce que vous avez dit quelque chose de grave en parlant des Congolais. Il y en a quand même quelques-uns dans certaines structures. Hein. Je vais les citer un tout petit peu, ne fût-ce que pour qu'ils ne se sentent pas frustrés. Qui sont des CEO? Oui, il y en a, et bien sûr. Je vous donne quelques noms. Equity Bank, c'est quand même M. Moukeba, qui est là. Géré par qui? Par lui, c'est lui le directeur général. Directeur général. Oui, voilà. Vous avez Glencore aujourd'hui, ici, la présidente, la PSA de Glencore, c'est Madame Chantal Kanyinda, c'est quand même quelqu'un, c'est une Congolaise. Vous avez Barik Kibali, vous avez Cyril Mutombo, et je peux citer aussi Louis Watoum, qui est à Kamoa. Donc, il y a quand même quelques-uns qui sont là, mais ça n'empêche pas votre analyse, ne fût-ce que pour atténuer la dureté de votre jugement. Il y a quand même quelques Congolais qui sont dans certaines postures. Mais ceci ne peut que vous encourager dans ce que vous avez proposé aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je voudrais, en votre nom à tous qui nous avez suivis, remercier vraiment, sincèrement, le professeur Oussé Ahmed, un jeune professeur talentueux, courageux et percutant, parce que la science doit être la lumière et qui ouvre les chemins du développement. Si la science est utilisée pour cacher la pauvreté et donner des raisons de désespoir, alors ce n'est pas une science. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je suis content que ce soir, Jamais Critique ait pu recevoir quelqu'un que nous allons suivre. Ce qu'il a dit aujourd'hui nous concerne tous. Nous tous, nous voulons entreprendre. Il y a quand même 100 millions de Congolais qui ont droit à vivre et à aller de l'avant. Il est possible que ce pays devienne un havre de paix et de prospérité. Les raisons, il faut financer l'activité. Nous avons choisi l'option libérale. Sans argent, quelles que soient vos idées, vous ne pouvez rien. Et les affaires, on ne les fait pas avec l'argent de la popote. Mesdames et messieurs, merci. C'est la fin de Jamais Critique. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un réel plaisir. Et je dis au professeur qui va continuer à aller donner cours, qu'ils ont de la chance, les Chypriotes et les Turcs et les Congolais, qui l'ont comme professeur. Nous attendons votre ouvrage sur de nouveaux paradigmes. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois de plus, M. Willy Kalengai, pour l'invitation. L'ouvrage est en pleine rédaction.
Et d'ailleurs, ces derniers temps, je profite un peu du temps libre que j'ai pour me concentrer là-dessus. Et je pense qu'il devra paraître d'ici peu. Et vous serez bien sûr conviés à la cérémonie du vernissage. Merci beaucoup. Cette émission, je la dédie à quelqu'un qui se bat beaucoup dans le monde pour faire passer le Congo vers un pays extraordinairement puissant. Il s'appelle Faustin Luanga, un ami, un homme de l'OMC. En tout cas, il n'est pas très loin de celui que je reçois ce soir, mais je ne le dirai pas, ça reste un secret. Au revoir, à la prochaine. Merci. Voilà.